Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Cela dépend du lieu où on se trouve. Alors, notre direct que nous avons programmé ce jour commence maintenant et c'est le lieu de dire merci à tous ceux qui, depuis bientôt un mois, ont décidé de nous accompagner dans ce nouveau challenge que nous nous offrons pour expérimenter une forme nouvelle de communication, l'audiovisuel. C'est un autre volet que nous avons ajouté à ce que nous faisons déjà bientôt 8 ans afin de booster notre communication en vue de permettre à tous ceux qui n'aiment pas lire, oh, ce n'est pas une injure, c'est tout simplement une réalité, mais qui savent écouter, de comprendre les enjeux de notre lutte actuelle. Je ne suis d'aucune chapelle et ne prends des ordres de nulle part et de qui que ce soit. Je suis simplement militant de base du Front populaire ivoirien depuis 1990, officiellement. Mais déjà, dès 1989, dans nos années université bien sûr, nous avons fréquenté quelques cercles clandestins d'études politiques. Pour commencer déjà notre formation politique, alors, toute prétention gardée, nous pouvons revendiquer aujourd'hui, humblement, modestement d'ailleurs, avoir une petite expérience sur la scène politique ivoirienne, ce qui nous amène et ce qui nous permet de donner aussi notre petit point de vue sur ce que nous pouvons qualifier d'actualité. Et depuis le week-end dernier, l'actualité a été abondante, aussi bien sur le plan national en Côte d'Ivoire, sur le plan africain avec ce qui se passe dans le Sahel, sur le plan international, surtout chez nos maîtres, nos ancêtres, les Gaulois en France. Hier, il y avait un mouvement social d'envergure. Mais là n'est pas aujourd'hui notre préoccupation. Notre préoccupation d'aujourd'hui, c'est de nous intéresser à l'actualité typiquement ivoirienne. Et donc, c'est ce qui justifie ce direct spécial ce jour. Nous nous sentons aujourd'hui interpellés. À chaque fois que nous constatons ce que nous pouvons qualifier de bruit dans notre famille, nous nous sentons interpellés et donc nous arrogeons le droit d'intervenir sur tout problème d'envergure nationale qui touche au fondement de notre pays, mais également au fondement de notre instrument commun de lutte qu'est le FPI. Bonsoir à tous mes frères qui me saluent. Nous sommes en plein dans notre direct. Donc, en effet, j'avais prévu parler de la question électorale et des enjeux de 2020 pour ce direct de ce jour, exclusivement. Mais depuis le week-end dernier, comme je le disais tantôt, et au cours ou durant toute cette semaine qui s'achève maintenant, beaucoup de choses ont été dites, entendues, diffusées, publiées, commentées. Et cela nous interpelle.
Nous allons parler donc de deux points essentiels qui nous tiennent à cœur ce jour. Dans un premier temps, ou d'abord, si vous voulez, nous allons parler de la question des palabres actuelles dans notre famille, dans notre grande famille du Front populaire ivoirien d'abord, mais ensuite dans le village, dans notre famille, que nous pouvons qualifier ou nommer de pro-Gbagbo ou du camp Gbagbo. Alors, dans cette partie importante, dans une sous-partie, nous allons parler de l'actualité actuelle que nous intitulons des images venues de Bruxelles. En deuxième sous-point, du discours de la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien que nous qualifions à notre niveau de discours d'Azito, qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive, beaucoup de commentaires, de tiraillements, d'injures et je ne sais quoi encore. Nous allons parler suffisamment et abondamment de ce discours. Et enfin, dans une deuxième grande partie, nous allons aborder de la question électorale et des enjeux de 2020. Nous n'allons pas oublier cela. D'abord, dans cette partie, nous nous interrogeons. Sommes-nous vraiment partants aux élections de 2020? Si oui, à quel niveau de préparation sommes-nous à ce jour? 2. De la proposition de la transition qui fait son chemin depuis un certain temps. Nous allons aborder toutes ces questions. Mais bien avant de détailler le sujet du jour dont le décor est déjà planté, je voudrais pour ma part m'excuser auprès de tous ceux qui me suivent ce soir ou qui vont regarder en différé cette vidéo, qui se sentiraient directement cités ou interpellés. Oh, loin de moi l'idée de choquer ou de diffamer ou de dénigrer. Cela ne fait pas partie de mon éducation ni de ma culture politique. Alors, si je dois être condamné pour ce que je dirai ce soir, avant de m'envoyer peut-être à la guillotine, je souhaiterais que des enquêtes et les enquêtes et mon procès soient publics, de sorte que tout le monde sache les raisons pour lesquelles cette sentence aura été prononcée à mon encontre. Ceci dit, de quoi nous allons parler? Des palabres actuelles au sein de notre famille. Abordons simplement et rapidement la question des images venues de Bruxelles. Des images diffusées tardivement hier. On ne sait pas à quel dessein, au moment où beaucoup s'étaient déjà déconnectés, et rapidement qui ont été diffusés abondamment en boucle sur les réseaux sociaux, commentés en tout genre et de toutes sortes. Nous vous dirons, pour ce pas, protester avec la dernière énergie contre ce fait. Pourquoi? Puisque le président Laurent Gbagbo, selon ses proches, depuis sa sortie de prison, a demandé à tous ceux qui le visitent de ne pas le filmer, ni le photographier. Alors, d'où viennent ces images qui ont défilé en boucle depuis hier nuit à une heure, disais-je, tardive? Nous les avons eues dans un premier temps dans les forums du RDR.
nous n'irons pas dans le sens de ceux qui ont voulu tourner en dérision l'image du président pour la désacraliser, pour vulgariser et réduire à néant notre icône et fragiliser notre combat pour la dignité et la liberté. Les images ont été publiées. Oui, on ne sait par qui. On ne sait par qui il y a eu cette fuite. Mais pour notre part, nous n'allons pas aller dans leur sens, comme je le disais. C'est pourquoi il faut positiver et se remettre rapidement en ordre de bataille. Mais avant cela, si c'est pour de la polygamie du président de la République, si c'est pour cela que ces images ont été publiées, pour dire oui qu'il a une deuxième femme, cela ne nous fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'il est de notoriété publique. Ce n'est même pas aujourd'hui que cela date. Depuis sa présidence, sa gouvernance, des bruits, et nous l'avions su, et cela a été confirmé, que le président avait une double vie. Mais est-ce que le président de la République, Laurent Gbagbo, un homme politique d'envergure, qui est d'abord de culture africaine, exclusivement bété, est-ce une tare ou une injure qu'il ait deux femmes? Non. Chez nous, dans notre culture, cela fait partie des critères des chefs. Et il y a mon oncle qui me disait qu'un homme normal doit avoir au moins 5 femmes et que la femme de l'homme se trouve là où il est. Donc, où est le problème? Cela ne doit pas nous ébranler. Cela ne doit pas nous préoccuper. Il s'agit de la vie privée et de l'intimité de notre chef. Ne dit-on pas qu'on ne déshabille pas un chef en public? Qui sommes-nous? De quel droit arrogeons-nous pour déshabiller notre icône, notre chef en public? Cela est une faute grave. Chez nos maîtres les Blancs, un homme politique avoir plusieurs femmes n'est même pas un problème. Nous avons connu le président François Mitterrand qui avait une double vie, qui n'a pas connu la mère de sa fille Mazarine, qui a été autorisée à participer à ses obsèques, qui ne l'a pas connue. Nous avons vu le président François Hollande qui a été filmé derrière un scooter, qui partait voir sa maîtresse Valérie Trierweiler. D'ailleurs, celui-là n'a jamais été marié. Est-ce que cela l'a empêché d'être président de la France pendant 5 ans? Non. Donc, ce n'est même pas un problème. Que pouvons-nous dire alors de Bill Clinton? Oui, parce qu'il avait reçu Yasser Arafat et Isaac Rabin pour relancer le dialogue palestino-israélien que le Congrès juif mondial avait truffé le bureau ovale de micros. Et donc, tous ces gestes avec sa maîtresse Monica Lewinsky étaient filmés. Et là, on a fait du chantage. Il était même menacé de destitution. Mais c'est sa femme, Hillary Clinton, qui est venue lorsqu'elle a été interrogée pour dire « Mais je connais mon mari depuis nos années université comme un homme à femme. » Cela a mis fin au débat. Vous pensez que ça peut faire mal à notre maman Simone Gbagbo que vous l'avez fait? Non. Quand il s'est agi de cette histoire fabriquée de divorce, même que des officines du RDR et de la France ont publié, vous avez lu son discours qu'elle a fait, que jamais
son mari ne lui a parlé de divorce. Et vous êtes rentré. Donc, si ce n'est pour faire mal à Madame Simone Gbagbo que vous avez publié ces vidéos, c'est déjà un échec et mat. Vous avez échoué. C'est pour cela que pour ce problème précis, je voudrais lancer un appel à tous ceux des nôtres. J'insiste, à tous ceux des nôtres, s'ils sont effectivement des nôtres, à cultiver une résilience comme le président Laurent Gbagbo et surmonter tout ce que nous pouvons considérer comme un choc à partir de ces images d'hier qui ont défilé abondamment. En effet, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est notre capacité à transformer les choses viles comme celles que nous voyons actuellement en choses de valeur, parce que nous sommes des hommes de valeur. Toutes les idioties qui sortent des officines nauséeuses, c'est notre capacité à les transformer en idées proactives, en prospectives. C'est cette capacité qui nous fera, ou bien qui fera de nous des combattants intrépides et imperturbables qui peuvent mener le combat jusqu'à la victoire finale. Pour peu, nous ne devons pas être ébranlés. Alors le président, qu'il soit en compagnie de qui que ce soit, cela ne nous regarde pas. L'essentiel pour nous ici, c'est que notre président soit en bonne santé. Et de toutes les façons, là-bas où il a besoin de ce qu'on appelle une assistance particulière de vie, une assistance pour l'aider à faire ses courses. C'est un vieil homme, il a 75 ans. Comment, ne l'oublions pas? Ou bien, ce n'est pas un jeune homme. Il a besoin d'une assistance. Alors qu'il soit en compagnie d'une femme, d'un homme, ou je ne sais qui, ce n'est pas ça. Tout ce qui nous importe, c'est que le président se porte bien. C'est le plus important. Nous n'allons pas tomber dans la distraction qu'on veut nous servir, dans les futilités du RDR et associer le RDR et ses associés, dont les réseaux ont fait fuiter les images. Pour la vidéo, vous avez entendu le commentaire. N'est-ce pas le commentaire d'un fuyard, de quelqu'un qui s'est caché quelque part? Il tremblotait même, tout tremblait sur lui dans sa voix. Nous n'allons pas, nous autres, être perturbés par ces futilités. Alors, je comprends bien le traitement fortement médiatisé de la part des membres de notre famille. C'est normal, c'est l'émotion que beaucoup expriment, étant partagée entre la joie de voir la première fois le président en image depuis sa sortie de prison et l'amertume de ne pas l'avoir parmi nous. Ils sont tiraillés. Et même, ils ont positivé cela. Et pour cela même, je salue l'esprit des Ivoiriens en créant déjà des chaussures Gbagbo. En calquant sur la paire de chaussures qu'il avait appelée. C'est ça l'esprit ivoirien. Nous sommes des hommes de valeur. Nous avons une valeur intrinsèque. Nous sommes des hommes intelligents. Transformons les choses viles en victoire. Il ne faut pas nous laisser ébranler. Sortons de la vie privée du président et allons de l'avant. C'est ce que j'avais à dire sur ces images. Maintenant, du discours de Madame Simone Gbagbo. Alors, est-ce que nous sommes des politiciens ou nous sommes des comédiens, des acteurs de théâtre, ou bien nous jouons à des petits jeux? Si nous sommes des politiciens, si nous faisons de la politique,
et que nous considérons le Front populaire comme un parti politique qui a fait l'histoire de la démocratie en Côte d'Ivoire, le Front populaire qui officiellement depuis 1990 à maintenant, qui a une trentaine de vies et qui a fait parler de lui, si nous faisons vraiment de la politique, ce que nous avons vu après le discours de Mme Gbagbo, ce n'est pas ça de la politique. De quoi s'agit? Mme Gbagbo n'est pas Simone Eivé seulement qui a épousé Gbagbo Laurent. Non. Elle est Simone Eivé, membre fondateur du Front populaire ivoirien. De 1982, depuis l'exil, depuis que le président Laurent Gbagbo est parti en exil, jusqu'à son retour en 1988, c'est Simone Gbagbo, là où il y avait Boga Doudou, paix à son âme, feu Boga Doudou, là où il y avait feu Sangaré Aboudraman, là où il y avait Pascal Kokora, c'est Simone Gbagbo Laurent. C'est Simone Gbagbo. C'est bien même que j'ai dit Simone Gbagbo Laurent. Mais c'est Simone Gbagbo qui a gardé le Front populaire ivoirien. Et elle jouait un double rôle. En même temps qu'elle gardait aussi le CNRS lorsque Kipré Pierre, le professeur Kipré Pierre, ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Paris, a abandonné dans les caniveaux d'Abidjan le CNRS. Lorsque Houphouët-Boigny a menacé que la grève des enseignants du CNRS en soutien aux étudiants qui étaient en grève était un complot pété. C'est Mme Simone Gbagbo, professeure d'université, de linguistique à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, vice-présidente du Front populaire ivoirien, ancienne présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien, ancien député d'Abobo pendant 10 ans. Elle n'a pas parlé chez elle à la maison, ni devant des gens venus de Brokoyo, de mon village, qui sont venus la saluer avec des poulets et des sacs de riz. Ce n'est pas devant eux qu'elle a parlé. Ni à un meeting fait à Mossou devant un club de soutien à Simone Gbagbo. Elle a été invitée comme une marraine à une instance importante d'une structure spécialisée du Front populaire ivoirien, notamment l'OFP, l'Organisation des femmes du Front populaire ivoirien. Et ce n'est pas à un déjeuner, mais à une assemblée générale ordinaire, 5e assemblée générale ordinaire. Donc, elle a parlé au FPI dans le cadre du Front populaire ivoirien et elle a parlé à des militants du Front populaire ivoirien. De quoi s'agit-il? Alors, pour étayer ce propos, pour qu'on se mette d'accord, il y a eu tellement de définitions et d'explications du mot vision qui fait la palabre entre nous. Moi, je n'ai pas qualité pour expliquer le mot vision, puisque je ne suis pas professeur de lettres, ni de linguistique. Donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais j'ai une qualité politique. Donc, je peux donner mon avis sur ce qu'on appelle vision. Et aussi, dans un débat politique, ce n'est pas parce que nous n'avons pas parlé jusque-là que nous n'avons rien à dire, ou nous sommes neutres. Il n'y a pas de neutralité en politique. Celui qui dit qu'il est neutre en politique est un lâche. En politique, il n'y a pas de neutralité. Et aujourd'hui, ce n'est pas que je dois prendre une position pour tel ou tel groupe, parce que je ne réponds d'aucune chapelle, et je ne sais même pas qu'il y a des chapelles, et je ne cherche pas à être positionné. Moi, ça fait 30 ans que je milite au Front populaire ivoirien.
le Front populaire ivoirien a grandi avec moi. Ce n'est pas moi qui ai grandi avec le Front populaire ivoirien. Donc, fouillez dans les archives du Front populaire ivoirien et vous allez me dire à quel poste j'ai été une fois. Mais cela ne m'a jamais empêché d'animer le débat concernant le Front populaire ivoirien. Pour étayer le discours, l'explication du discours de Mme Simone Gbagbo, je voudrais convoquer ici M. Bernard Oudin, conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, pas en sa qualité de blanc et de français, parce que nous, Africains et Ivoiriens surtout, nous avons ce complexe. Nous sommes omnibulés par le fait que c'est quand ça vient du blanc qu'on doit prendre ça en compte. Non. Je le convoque ici pour deux raisons. D'abord, il est le conseiller spécial du président Laurent Gbagbo, donc proche de Laurent Gbagbo. Ensuite, il est un grand communicant ou un grand communicateur. Il communique bien. C'est à ce titre que je le convoque. Il est présentement en Afrique du Sud. Et dans nos échanges, il m'a fait parvenir une interview qu'il a accordée hier à sa descente d'avion à une radio sud-africaine. À la question posée par un journaliste d'une radio sud-africaine, donc hier jeudi 5 décembre, la question du journaliste. L'ancienne première dame a remis en cause la ligne de Gbagbo ou rien, c'est-à-dire ce que nous appelons communément Gore, une frange qui reste fidèle à la ligne défendue par Laurent Gbagbo. Alors, un culte? Voilà la question du journaliste. La réponse de M. Bernard Oudin. D'abord, il n'y a pas une frange qui reste fidèle à Laurent Gbagbo. Il y a le parti Front populaire ivoirien présidé par Laurent Gbagbo. Alors, les gens se prévalent du Front populaire ivoirien. Les gens qui se prévalent du Front populaire ivoirien sont des gens qui soutiennent Laurent Gbagbo et son combat. Que les gens se disent Gore ou pas Gore, c'est un problème de sémantique. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est Bernard Oudin qui parle, de ce qu'a dit Mme Gbagbo, qui est vice-présidente du Front populaire ivoirien, élue au congrès de Mossou et qui était l'adjointe ou derrière Abdourahmane Sagaré, malheureusement décédé. Alors, le président, c'est elle qui a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé. Et le président a dit à l'époque, du fond de sa cellule de prison, il n'y a plus d'intérim. Le parti fonctionne dans les règles établies par le congrès de Mossou, à savoir, les réunions sont présidées par la vice-présidente en charge, qui était l'adjointe de Feu Sangaré. Donc, Mme Gbagbo a parlé de la vision de Gbagbo. C'est Bernard Oudin qui parle toujours. Mme Gbagbo a parlé de la vision de Gbagbo. Gbagbo incarne donc la vision. Mais Gbagbo n'est pas la vision. Gbagbo, comme tout le monde, comme vous, moi, Mandela, comme Mandela incarnait la vision de l'ANC. Mais Mandela est mort et la vision de l'ANC demeure toujours. Alors, personne ne peut contester et ne contestera jamais le leadership de Laurent Gbagbo à l'intérieur du Front populaire ivoirien. Il est le premier lui-même à le dire. Et il y a de cela longtemps, si je meurs, enjamber mon corps pour continuer le combat. Le président Gbagbo partira un jour, comme vous, comme moi, parce que c'est un humain, et il laissera une Côte d'Ivoire démocratique. C'est ce qu'on veut dire. Et personne ne remet en cause son leadership au niveau du parti.
Voilà ce que M. Bernard Oudin a dit. Je l'ai cité abondamment. J'ai dit à double qualité, à double titre. Conseiller spécial du président Laurent Gbagbo et ensuite bon communicant. Voilà. Dès lors, de quoi parlons-nous? Et nous allons nous mettre dans des débats comme des chiffonniers, comme si nous n'avions rien à faire, comme si le président Laurent Gbagbo était libéré de prison. Non. Ressaisissons-nous. Parce que si nous ne nous ressaisissons pas, nous risquons gros. Après ce discours de Mme Laurent Gbagbo, les avis peuvent être partagés. Si les avis ne sont pas partagés, c'est que nous ne sommes plus dans un parti politique et nous ne sommes plus dans un parti démocratique. C'est normal que les avis soient partagés. Mais est-ce à dire que nous allons nous chiffonner sur la toile comme si nous n'avons rien à faire et cela profite à l'ennemi clairement identifié qu'est Alassane Ouattara et le RHDP? Non. Si on est politique et que Mme Gbagbo n'a pas parlé dans la rue, ni chez elle à la maison, mais qu'elle a parlé à une instance importante d'une structure spécialisée du Front populaire ivoirien, nous devons aller dans les tests. Que disent les tests? Ou bien quelle est la démarche politique à suivre? Elle est la suivante. D'abord, l'Assemblée générale de l'OFP doit faire une motion condamnant publiquement les propos de Mme Gbagbo. Là, nous savons très bien que l'OFP a désavoué Mme Gbagbo. Mais à l'invitant, elle savait qui elle invitait. Elle doit d'abord faire une motion pour condamner cela. Ça, c'est la première phase. Et cela doit être lu publiquement. Ou bien elle doit enclencher, l'OFP doit enclencher un débat public entre elle et Mme Gbagbo pour que les positions soient clarifiées lors de l'Assemblée. Nous l'avons vu en 1996. Nous accompagnions nos aînés au congrès de 1996 lorsqu'il y a eu le débat sur la vision économique du Front populaire ivoirien. Laurent Gbagbo défendait l'économie sociale du marché parce qu'il a dit que c'est par cette vision, cette mutation du socialisme primaire à l'économie sociale de marché que Willy Brandt a pu amener le SPD en Allemagne au pouvoir. Innovant. Un débat houleux entre lui et M. Don Melo, qui était à l'époque des faits le président du comité de contrôle. Don Melo a été battu, mis en minorité. Il n'a pas pu supporter. On connaît la suite, mais après, il est avec nous, donc je ne veux pas rentrer dans ces détails. Donc, le Front populaire, c'est parti des débats. Débattons au cours de nos instances. Facebook, c'est les Blancs nous ont donné un instrument gracieusement pour les combattre. Ils pensaient nous contrôler par des activités ludiques en nous donnant gracieusement Facebook. Mais nous avons retourné intelligemment Facebook contre eux. Et c'est avec ça que nous faisons notre combat. Facebook n'est pas fait pour détruire ce que nous avons construit. Et comme le disait le président Laurent Gbagbo lors d'un débat en 1993, un débat radio diffusé entre lui et le ministre René Dibi du PDCI. Il disait à René Dibi, mais monsieur le ministre, vous faites comme un animal de chez nous qui construit avec ses mains et qui détruit avec sa queue. Nous voulons faire comme René Dibi, c'est-à-dire construire avec nos mains et détruire avec notre queue. Autre étape, nous pouvons saisir le comité de contrôle. L'OFP doit écrire officiellement au comité de contrôle à l'effet que le comité de contrôle saisisse
la direction du parti, le secrétariat exécutif, pour convoquer un comité central extraordinaire, ordre du jour, les propos de Mme Gbagbo qui sont hors conteste, ou bien hors débat, pour qu'elle se presse. Et elle sera mise en minorité. Dès là que des enfants viennent sur la toile humilier une dame qui toute sa vie a souffert le martyre en accompagnant son époux Laurent Gbagbo, dont les deux, la vision était la démocratisation de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, le prix à payer a été dur. Autant Laurent Gbagbo a souffert le martyre le 11 avril, autant Mme Gbagbo a souffert le martyre. Donc, ayons un minimum d'empathie. Ayons un minimum d'empathie. Cela fait quoi si nous avons une empathie? Cela fait quoi? Nous sommes des humains quand même. Donc, on peut l'amener au comité central. Et si elle est mise en minorité et qu'elle se cramponne sur ce qu'elle a dit, mais on lui fait comme Afin Guessa, c'est-à-dire on la destitue et on la radie du Front populaire ivoirien. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est une affaire de Facebook. Ce n'est pas une affaire de Facebook. Nul n'est indispensable et nul n'est intouchable. Donc si elle a fauté et qu'elle continue dans ce qu'elle a fait, mais on la radie du Front populaire ivoirien. Après, le Front populaire, qui est un parti politique, est appelé à survivre et à vivre. Donc le Front populaire doit avancer. On a radié à vie. Est-ce que le Front populaire ivoirien est mort? Il n'est pas mort. Sachons raison garder. Et il faut interroger l'histoire. Parce que nous jouons à un vilain jeu. C'est comme ça que les socialistes allemands, surtout le SPD, qui a été fondé en 1891 et après l'intermède du pouvoir sous la République de Weimar 1918-1930, 12 ans après cet intermède, et d'ailleurs où il a co-géré le pouvoir, les divisions au sein des socialistes, ce qui a mené à la création du KPD, c'est-à-dire le Parti communiste allemand, en 1919. Cela a fait le lit de la dictature de Hitler. Il est venu au pouvoir normalement en profitant des dissensions des socialistes et il les a battus aux élections de 1932. C'est comme ça qu'il devient chancelier en janvier 1933. Hitler n'a pas fait de coup d'État, ni venu au pouvoir par chose. Il est venu au pouvoir de façon démocratique. Et quand il a été conforté dans son pouvoir, c'est là qu'il a supprimé l'existence des partis, autres que le NSDAP, c'est-à-dire le parti nazi. Alors, nos dissensions, si nous prenons garde, vont faire le lit de la dictature du RHDP. Et le Front populaire ivoirien va disparaître. Comme le SPD aujourd'hui connaît des problèmes depuis 2006, lorsque Gerald Schroeder n'a pas pu sauvegarder l'outil socialiste et que Die Linke, la gauche, est sortie du SPD, le SPD est aujourd'hui fragilisé. Il peine à gouverner en Allemagne. Et Angela Merkel a fait 4 mandats. Mais on ne comprend pas allemand, donc on ne sait pas ce qui se passe en Allemagne. Allons chez nos ancêtres les Gaulois. Où est aujourd'hui le Parti socialiste français? Est-ce qu'il a survécu à François Mitterrand? Mais ce sont les divisions. Ce sont les divisions. Ce sont les petites querelles, les étirements entre mitterrandistes, hollandistes, chevènementistes, aubristes et rocardistes, je ne sais plus combien de istes.
On les a même appelés les poids lourds ou les éléphants du PS. Où ils sont aujourd'hui les éléphants avec le PS? Dans le trou. Jusqu'à ce que leur petit-fils les coiffe au poteau et soit le président de la République aujourd'hui en France. C'est de ça que nous voulons. L'instrument que le président Laurent Gbagbo, avec ses camarades, Simone Gbagbo, Sangaré Aboudraman, Feu Sangaré Aboudraman, Feu Boga Doudou, l'ambassadeur Pascal Kokora ont créé, c'est avec cet instrument que nous nous amusons. Ce qui veut dire que demain, lorsque Laurent Gbagbo va disparaître, nous ne serons même pas capables de préserver cet instrument avec ce que nous sommes en train de voir. Sortons de là. Parce que l'enjeu est important. Sinon, les enjeux sont importants. Ce qui nous amène à voir maintenant en grand 2 de la question électorale et les enjeux de 2020. Alors, aujourd'hui, quand j'observe tout ce que nous faisons, que ce soit le PDCI qui dit mener maintenant le même combat que le Front populaire ivoirien, que ce soit le Front populaire ivoirien, notre parti, nous constatons que nous ne sommes pas encore prêts pour aller aux élections. Nous sommes maintenant à 11 mois de l'échéance électorale présidentielle. Sommes-nous réellement prêts? Si oui, où nous en sommes avec le combat ou la lutte pour la CEI? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Jusqu'à présent, on nous parle encore des meetings. Si le PDCI a dit que lui, il peut aller aux élections, c'est peut-être qu'il connaît son candidat. Mais et nous? Est-ce que nous avons un candidat? Si nous sommes dans des détails, est-ce que nous avons un candidat actuellement? Pour que nous parlions d'élection. Ça, c'est au niveau même de nos partis. Mais est-ce que les conditions sont réunies? Où nous avons créé, est-ce que nous avons créé les conditions pour des élections justes et transparentes? Qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce que nous faisons pour que le pouvoir RHDP, enfin le régime, parce que ce n'est pas un pouvoir, le régime RHDP puisse, pour une fois, discuter avec l'opposition de la question de la CEI. Parce que ce n'est pas avec cette CEI que nous allons partir aux élections. Il n'y a même pas de liste électorale mise à jour. Il n'y a pas de carte d'identité. Le problème de la CEI, ce n'est pas changer le président. Oui, c'est vrai, Youssouf Bakayoko était malhonnête. Mais ce n'est pas lui seul qui était le problème. C'est toute l'institution qui est le problème. Cette institution, l'histoire de cette institution, le RDR ou le RHDP, qui fut le plus grand bénéficiaire de la CEI, créé par la Constitution de 2000, mais aujourd'hui, ils ne veulent pas lâcher prise. Et ils ne savent même pas comment nous avons fait pour avoir une commission électorale indépendante. Ça a été un combat mené de 1995 à 2000. 5 ans. Le président Laurent Gbagbo, avec le Front populaire ivoirien, ont toujours insisté sur une instance indépendante parce qu'à l'époque des faits, c'était le ministère de l'Intérieur dirigé par plusieurs ministres, mais le dernier c'était Émile Constant Bombé, sous le pouvoir PDCI, avec l'homme
des élections, l'homme a tout fait, Michel Hippo-Lago, feu Michel Hippo-Lago, qui s'amusait avec la question électorale. Alors que les Ivoiriens ont une tradition électorale. Les élections ne commencent pas en Côte d'Ivoire en 2000. Même si, sous le parti unique, ce n'étaient pas des élections compétitives. Mais déjà en 1980, on a connu la démocratie à l'ivoirienne, qui était à l'intérieur du PDCI, une sorte d'élection compétitive. Donc, les Ivoiriens sont habitués aux élections, sauf l'intermède du coup d'État de 1999. Donc, la question électorale est importante. Et depuis 1995, les élections en Côte d'Ivoire sont source de conflits, sont confligènes. Elles sont meurtrières. Et le vote n'a jamais été dit. Et nous sortons d'une guerre difficile liée aux élections. Donc les élections de 2020 ne sont pas n'importe quelle élection. Ce sont des élections qui doivent nous amener à restaurer la Côte d'Ivoire. Ce sont des élections qui doivent nous amener à relancer la Côte d'Ivoire, l'état de droit. Donc, nous ne devons pas les négliger si vraiment elles nous intéressent. Nous devons nous battre, pas pour une réforme. Je l'ai dit à chaque fois que je parle des élections, qu'il ne s'agit pas d'une réforme de la CEI. Cette CEI est obsolète et dépassée. Il faut une refonte de la CEI ou bien il faut une commission autonome électorale, indépendante des partis politiques. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, si nous ne pouvons pas faire cela, d'exiger cela à Ouattara, je ne dis pas demander, mais exiger cela au régime RHDP d'Abidjan, c'est que nous ne sommes pas prêts et nous ne pouvons pas aller aux élections. Alors, si nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections, ce n'est pas la peine de brûler notre instrument de lutte. Organisons-nous et le parti, le Front populaire ivoirien, de même le président Aboudraman Sangaré, au cours d'un meeting public à Diokoué en 2017, avait dit aux militants qu'en 2020, le Front populaire ivoirien participera à toutes les élections. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de boycott. C'est ce qu'il avait dit. Le discours demeure. Le congrès de Mossoul l'a réaffirmé. Toutes nos sorties publiques le disent. Dans ces conditions, si on n'est pas prêt, il faut reprendre le même chemin, le même processus pour parler aux militants. Il ne faut pas que les militants soient laissés comme ça. Ils ne savent même pas. Il faut leur donner un langage clair. Si nous ne pouvons pas aller aux élections, parce que nous ne sommes pas prêts, parce que le président Laurent Gbagbo n'est pas encore sorti de prison, nous croyons, parce que beaucoup de charlatans nous avaient dit qu'en septembre, il allait sortir et les coris que nous avons lancés, voilà, les coris que nous avons lancés n'ont pas donné le résultat escompté. Ça nous fait mal et que le président Laurent Gbagbo est encore en otage. Nous devons faire notre bilan et être courageux. Parler aux militants pour dire pour des raisons telles, nous ne sommes pas prêts pour aller aux élections. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Alors, si nous ne pouvons pas le faire, ce n'est pas la peine que nous venions sur la toile pour faire ce que nous faisons. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous avons d'autres voies. Parce que nous disons que Ouattara en 2020 ne doit plus être à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Pour cela, élection ou pas, nous avons d'autres. Nous avons d'autres choses que nous pouvons expérimenter. Et c'est à cela que nous venons maintenant en dernier point
de la proposition de la transition qui fait son chemin. Mais je suis totalement d'accord avec l'idée de la transition. Je suis de ceux qui sont les fervents. Je suis de ceux qui sont les fervents supporters de la transition. Mais la transition ne vient pas comme ça, comme par génération spontanée. Ça ne tombe pas du ciel. C'est toujours des conditions qui sont créées pour une transition. Ça peut être un coup d'État militaire. Nous n'avons pas d'armes. Ceux qui ont les armes menacent, mais nous, on n'a pas d'armes. Nous sommes des démocrates et nous sommes des hommes d'élection. Donc, voici la première condition par coup d'État militaire. Et l'ordre kaki règne, le prononciamento est là, et là, on met une transition en place. Sans Ouattara. Parce qu'en toute chose, c'est sans Ouattara. Ça, il faut le marteler, il faut le dire. Pourquoi? Parce que même ce qu'il appelait la Constitution de 2016, mais il y a des articles auxquels il n'a pas touché, dont la limitation du mandat. Donc, qui reste à 2 ans. Il a fini ses 2 ans. Il doit dégager le plancher. Nous l'avons assez vu. Nous l'avons assez vu. Lui qui juge les gens qui les expulsent de la Côte d'Ivoire pour incompatibilité avec l'intérêt national, lui-même, est-ce qu'il est compatible avec l'intérêt de la Côte d'Ivoire? Donc on doit l'expulser. Il doit partir même de la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que nous devons faire, c'est sans Ouattara. Nous ne disons pas que nous encourageons un coup d'État. Un démocrate ne peut pas appeler à un coup d'État. Par contre, il y a au nom de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU, tout peuple qui n'est pas d'accord avec une situation à lui imposer s'arroge le droit de refuser cette situation. Au nom de cela, nous devons, peuple de Côte d'Ivoire, créer les situations de la transition parce que Blaise Compaoré a été chassé par le balai citoyen. Et c'est à cela que j'invite tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, au lieu de s'occuper de la vie privée de Laurent Gbagbo, au lieu d'insulter Simone Gbagbo, au lieu d'insulter les femmes du président, créons le balai citoyen en Côte d'Ivoire. On peut trouver le nom qu'on veut. Voilà une dame, comme Edith Bucheri-Balé, ma petite sœur, qui parcourt tous les forums, là où on lui offre des tribunes, pour parler des conditions qu'il faut créer pour arriver à une transition. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Au Soudan, pour déboulonner le grand Omar el-Béchir, le peuple, malgré les tueries, est resté dans la rue jusqu'à ce que Omar el-Béchir parte. Aucune dictature ne peut résister à un soulèvement populaire. Ça n'existe pas. Le génie des Carpates, en 1989, Nicolae Ceausescu, en Roumanie, c'est Timișoara qui l'a fait partie, la ville, les émeutes de Timișoara. Aucune dictature ne peut résister à un soulèvement populaire. Au lieu d'injurier nos leaders, au lieu de nous intéresser à leur vie privée, mais emmenons le peuple de Côte d'Ivoire, instruisons pédagogiquement le peuple de Côte d'Ivoire, aidons le peuple de Côte d'Ivoire, ouvrons les yeux au peuple de Côte d'Ivoire pour qu'il amorce sa révolution. C'est le balai citoyen qui a fait partie, Blaise Compaoré. Et c'est comme ça qu'une transition dirigée par Kafando a été instaurée. Je n'ai jamais vu, nulle part au monde, qu'un pouvoir dont le peuple est docile
se saborde de lui-même et dit allons à la transition. Je n'ai jamais vu ça. Et ce n'est pas Ouattara. Un pouvoiriste comme ça, quelqu'un qui aime le pouvoir, ce n'est pas sur lui qu'il faut compter pour se saborder lui-même. Ça n'existe nulle part. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire. Parce que je suis historien, spécialiste des relations internationales. Donc sur ce plan, au moins il y a match. Il y a match. J'ai mon mot à dire. C'est dans les injures que je n'ai pas de diplôme. Voilà, ça, je ne sais pas faire ça. Mais au moins sur ce plan, les exemples, je peux les donner à profusion. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une transition, mais créons les conditions pour aller à chose. Créons les conditions pour aller à la transition civile. Maintenant, si c'est une transition militaire, les militaires, ça c'est eux. Ce n'est pas nous. Mais nous, civils, là, créons les conditions d'une transition civile. C'est possible en Côte d'Ivoire. Les ingrédients sont là. Lorsque Alassane Ouattara interfère dans le problème de la CPI et demande à la CPI de ne pas permettre à ce que le président Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, ce n'est pas une raison suffisante, ça? Pour lui dire, c'est toi-même qui vas partir de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une raison suffisante, ça? Qu'est-ce que nous attendons encore? Qu'est-ce que nous appelons mot d'ordre? Et chaque matin, on est sur Facebook pour diffuser des images du président venu de Bruxelles. C'est votre problème, ça? Un homme normal doit avoir plusieurs femmes. Oui. Moi, mon oncle Dre Denis m'a dit qu'un homme normal doit avoir 5 femmes. Et l'homme, sa femme se trouve là où il est. Est-ce que ça, c'est un drame? Ce n'est même pas un drame. C'est ça qui est notre préoccupation. Si nous sommes fatigués, reposons-nous un peu. On va recharger nos batteries et on va repartir de plus belle. Parce que ce que nous faisons là, ce n'est plus le combat. Alors, pour terminer, je vous invite, j'invite tous ceux qui sont de notre famille. Ce sont les futilités qui font le jeu du RDR. Ne donnons pas force au réseau RDR en faisant ce que nous faisons. Nous avons trop à faire. L'heure est, je ne dirais pas l'heure est grave, mais l'heure est à la concentration. L'heure est à la réorganisation. L'heure est à la réappropriation du combat. Nous n'avons atteint aucun objectif. Pour l'instant, le président Laurent Gbagbo est encore détenu. Le ministre Charles Blé Goudé est encore détenu. Ouattara est encore président en Côte d'Ivoire. Et il dit même que comme Henri Konan Bédié veut être candidat, lui, il est candidat. C'est-à-dire pour cacher honteusement ce que nous savions déjà, que Ouattara ne partira jamais. Mais il sera candidat, c'est pour cacher ça. Il se cache derrière Bédié. Mais Bédié, il a été toujours constant. Il dit que lui, il veut être candidat. Est-ce que Bédié, c'est une... Et c'est parce que tu as refusé de respecter l'accord tacite qui vous liait, hein, qui stipulait que c'est en 2020, c'est le tour de Konan Bédié, qu'il est parti, qu'il a divorcé avec toi. C'est toi qui as dit qu'en 2020, tu nous diras au revoir. On t'a assez vu, il faut partir. Nous, on n'a plus besoin de toi. Tu dis, si les autres sont candidats, toi, tu seras candidat. Où ça? Tu ne seras plus candidat en Côte d'Ivoire. Et c'est cela que nous devons dire. C'est ce que nous devons marteler. Chers frères, chères sœurs, chers camarades de lutte, nous avons beaucoup de choses importantes. Notre pays est pris en otage. Notre pays doit être restauré. Le président Laurent Gbagbo doit revenir en Côte d'Ivoire. Le ministre Charles Blé Goudé doit revenir en Côte d'Ivoire. Calmons-nous, rencontrons-nous, parlons-nous poliment, gaiement, suffisamment. Élargissons la base de la lutte.
Ce qu'on appelle famille pro-Gbagbo, élargissons cette, consolidons notre base pour attaquer l'ennemi clairement identifié. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir, parce que les directs, j'ai décidé maintenant que ça n'aille pas au-delà de 1 heure. J'ai peut-être suffisamment parlé. J'en ai assez pris de votre temps. Les sujets à aborder étaient tellement importants. Il fallait que on se parle. C'est sous notre arbre à palabre que nous réglons nos problèmes. C'était mon mot, mon petit mot de façon humble que j'avais à dire sur l'actualité. Parce que mes doigts me font mal maintenant. Ils sont tordus, mais je suis fatigué de taper clavier. Je vais parler maintenant. Sur ce, bonne soirée chez vous. Bon week-end à vous. Que Dieu nous garde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour que nous nous retrouvons à vendredi prochain. Je vous remercie.